Donc, bonjour Julien. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer peut-être? Oui, oui, pas de souci, hein. Ce sera plus simple. Alors, Julien, donc tu es étudiant, c'est ça, à l'ICN BS à Nancy. C'est ça, je suis étudiant en première année d'école de commerce, donc ICN Business School. D'accord, et à En Nancy, ah pr- bah, c'est rigolo ça. Moi, j'ai fait toutes C'est mes ça, études à Nancy. Nancy. Ah, dans quelle école? Je suis originaire de Moselle, mais j'ai fait toutes mes études à Nancy, à l'IUT et à l'université Nancy. Ah, ok, ouais, là à côté, ouais, je vois. Et donc, ça consiste en quoi, donc, ton cursus actuel? Alors du coup, là, je suis en programme grande école et j'étudie de manière générale toutes les matières, donc c'est-à-dire du business, de la comptabilité, des maths, du français, enfin, pas trop du français, c'est plutôt ces matières qui équivalentes et d'autres matières spécialisées. Et ensuite, là, je vais m'orienter vers un master en international business développement l'année prochaine. Voilà. Donc là, tu es en bachelor en fait. Là, ouais, c'est l'équivalent d'un bachelor ou d'une licence. Plutôt d'une licence, du coup. D'accord. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie et qu'est-ce qui t'oriente vers euh, le master plus tard? Du coup, de base, moi, je sors d'un BTS, MCO. Donc, c'est du management commercial et Mhm. opérationnel. C'est un BTS qui prépare à devenir manager, tout simplement. Et je voulais un profil plus international. Du coup, j'ai choisi de faire une école de commerce pour pouvoir faire un échange à l'étranger et faire un double diplôme à l'étranger par la suite, si jamais ça se fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi une école de commerce. D'accord, ah bah c'est intéressant ça. Donc t'as envie d'aller travailler à l'étranger déjà. Ouais, ouais, là, j'ai envie de poursuivre mes études à l'étranger. Là, déjà, je vais faire un échange universitaire en janvier, normalement, à Taïwan. Et, euh, et ensuite, au début de mon master, de la deuxième année de master, je devrais pouvoir faire ce master à l'étranger en Asie, avec une université partenaire de mon école. Donc, c'est pour ça que les écoles de commerce, c'est bien, c'est qu'ils ont beaucoup de partenaires à l'étranger, comparé aux universités. Voilà. Ils ont beaucoup Oui, d'accords ça aussi. facilite les choses, c'est sûr. Mm. Si Voilà. déjà il n'y a pas besoin de chercher soi-même où aller, quoi faire, c'est déjà beaucoup plus simple. Oui. Oui, oui, ils facilitent les relations avec l'étranger. D'accord. Euh, Bah, du coup, moi, pour me présenter en vitesse, donc je m'appelle Johan. Donc, comme je l'ai dit avant, j'ai fait toutes mes études à Nancy jusqu'à un master de sciences de la cognition et application. Et donc, après D'accord. ça, moi, personnellement, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise de logistique. D'accord. FM Logistique. Et à la suite de mon stage, en fait, vu qu'ils étaient plutôt contents de ce que j'ai fait, quand j'avais donc déjà trouvé, j'avais déjà vu que j'étais en stage, hein, forcément, je cherchais un job pour plus tard. Je suis arrivé avec Mm. des propositions d'offres qu'on m'avait faites dans ma boîte, D'accord. puisque je demandais donc des références, ce qui est normal quand on est en stage de chercher un job ailleurs. Évidemment, ça ne se fait Mm. pas si on est employé. Mais en tant Ouais. que stagiaire à qui on n'avait rien proposé, c'est normal que je cherche euh, la suite, vu qu'on m'avait rien proposé en interne. Et Mm. suite à ça, quand j'ai demandé des références, mon chef est venu vers moi le lendemain avec les cartes du monde des pays où cette entreprise de logistique était. Donc à l'époque, c'était une dizaine de pays. Et m'a dit, écoute, on va te garder, dis-nous où est-ce que tu veux aller, et puis je verrai ce que je peux faire. Ok. Et donc moi, j'avais dit, j'aimerais bien aller en Chine ou en Russie. Et il m'a dit, OK, je vais réfléchir. Et le lendemain, il est revenu vers moi avec une proposition donc, de VIE. Je sais pas si tu sais ce que c'est un C'est VIE. volontariat international à l'étranger? Ouais, je compte en faire un aussi en fin Bah, d'année. bah, c'est vachement bien ça. Oui, si tu l'opportunité, moi, je te conseille de sauter dessus, hein. C'est Ben, en rare. fait, c'est mon plan B si jamais je peux pas faire mon double diplôme. Je sais qu'à la fin de mon Mhm. master, l'école, ils proposent de faire des VIE. Et donc aussi, ils proposent des présentations, tout ça. Et on a une professionnelle qui s'occupe du coup des relations. Et ils nous poussent à faire ça, surtout en Allemagne, les VIE. Mhm. Oui, bah ça facilite. Mais bon, après, dans l'Union européenne, ça n'a pas forcément un si grand intérêt. Mais Oui, c'est bon, sûr. c'est quand même pas mal. C'est sûr que c'est pas mal. Et pour toi et pour l'entreprise. Et donc, au final, on m'a proposé de faire un VIE en Ukraine en 2008, donc ce que j'ai accepté. Donc, un VIE, c'est un contrat minimum un an, reconductible et maximum 2 ans en tout pour une Hmm. entreprise. Ouais. Et donc il y a la particularité du VIE, c'est que donc c'est un contrat avec l'État français. En fait, l'entreprise conclut un contrat avec l'État français et le VIE, Hmm. donc qui doit avoir moins de 30 ans. Je ne sais plus si c'est 28 ou 30, mais je crois que c'est 30. Ouais, peut-être 28, je crois, ou je sais plus, Peut-être mais 28, ouais.
Ouais, peut-être Je 28. crois que c'est 28, je pense. Et donc, il est payé par l'État, donc pas par l'entreprise. Il est payé Mm, par l'État, donc par la chambre de commerce et d'industrie de France à mm, l'étranger. Et il n'y a pas de taxes, donc, ni pour l'entreprise, ni pour l'employé. Et les salaires sont plafonnés. Et donc, il y a une grille de salaire qui est définie à l'avance, donc ça, personne ne peut rien changer. Mais ce qui se mm. fait pas mal, et par exemple, moi, c'était mon cas. Donc, j'ai commencé mon VIE en 2008 en Ukraine. Entre le moment où j'ai signé mon contrat et le moment où j'ai démarré, je sais pas, t'as quel âge? Là, j'ai 21 ans actuellement. Ah oui, donc tu n'en as sûrement pas entendu parler, mais en 2008, il y a eu une énorme crise économique. Des subprimes, ça dont tu Oui, parles? voilà, c'est ça. Et donc, Oui, du au coup, je moment où connais, oui. Ah, voilà, bah, moi, quand j'ai commencé en Ukraine, en fait, l'entreprise pour laquelle je faisais mon VIE avait déjà décidé de fermer le bureau là-bas. Donc, Mm. je les ai aidés à fermer le bureau pendant 6 mois. Et après, ils m'ont proposé de continuer mon VIE en Pologne. Donc, ce Ok. que j'ai accepté. Et voilà, donc, puisque le contrat, encore une fois, c'est un contrat avec l'État français. Donc, dire à l'État, on arrête le contrat parce qu'on ferme le bureau, bon, ça passe pas forcément très bien. Donc, voilà. Moi, ils m'ont C'est proposé sûr. de continuer en Pologne, et ce qui était très bien. Ouais. Et donc, ce que, entre autres, ma boîte fait, et il y a beaucoup de boîtes qui le font, c'est que donc, en plus du salaire de VIE, donc, qui est payé par l'État et qui est plafonné, donc, par exemple, ma boîte, c'est ce qu'elle faisait. Des fois, c'est requis dans certains pays, c'est d'avoir un contrat de travail local. En général, ils donnent le salaire minimum. Et D'accord. donc, suivant la législation, ça peut être requis par les États. Il y a des États qui ne veulent pas de travailleurs étrangers qui n'ont pas de contrat local. Ok. Après, ça dépend des pays, mais il y a des boîtes qui font ça. Donc, moi, ils faisaient ça. C'était un moyen en fait, de me payer un peu le logement. En gros, ça Ok. Ah, couvrait c'est bien. le salaire local. En gros, ça couvrait le loyer. Voilà. Ok, oui, c'est vrai que quand ils m'ont expliqué ce que c'était le VIE, on a pas mal d'étudiants à l'école qui sont partis au bout du monde avec ce système-là. Et ils ont dit aussi que l'entreprise pouvait fournir, soit ils pouvaient payer une partie du logement, soit carrément ils te payaient l'entièreté du logement et voilà, tu l'avais dès que tu arrivais. Ils pouvaient te payer les billets d'avion aussi, donner plusieurs avantages en plus du salaire Oui, pour te permettre de rester et après devenir peut-être un emploi permanent, que ce soit un emploi permanent par la suite. ouais, ça aussi, j'avais. Mais, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, les VIE, donc, ça conduisait après des contrats d'expatriation. Hmm. Mais ça, les contrats d'expat, c'est un peu terminé parce que ça coûte très cher. Il n'y a plus forcément d'intérêt maintenant avec Internet et tout ça à expatrier des Français. On préfère en général, enfin, je vois ça pas mal autour de moi. Donc, en ce moment encore, j'habite en Pologne. J'étais parti pendant 7-8 ans. J'ai travaillé, j'étais basé en Suisse pour D'accord. notre entreprise. Et maintenant, je suis revenu en Pologne il y a 2 ans avec le Covid. Enfin, je visitais Hmm. des amis quand le Covid a commencé, que je ne pouvais plus repartir. Ouais. Et ouais, donc souvent les contrats d'expat, c'est un peu terminé. On préfère donner des contrats locaux qui coûtent moins Ok. cher parce que donc les contrats d'expat pour les entreprises, il y a beaucoup de frais annexes qui coûtent très cher, hein, forcément. Et ouais, vu qu'il y a pas de taxe, du coup, c'est plus avantageux pour les entreprises de faire un contrat de VIE. Le contrat de VIE, oui, mais après le contrat de VIE, les contrats d'expat, c'est compliqué. Et ça se fait de moins en Hmm. moins. Mais Ok. bon, les contrats locaux, c'est bien aussi, hein, Ah, après, c'est pas un j'imagine que ça avantage. dépend des pays aussi. Ça dépend des pays, bien sûr. En tout cas, moi, ça me motive pour en faire un. Clairement, à la fin de mon diplôme, si jamais j'ai pas d'emploi directement, j'aimerais faire un VIE à l'étranger pour. Moi, j'ai déjà un pays en tête, plusieurs pays en tête, mais Oui, moi, j'avais lequel? visé, euh, j'avais visé la Corée du Sud déjà de base. Pour mon échange, je Mhm. voulais faire en Corée du Sud. Bon, ça s'est fait à Taïwan, mais du coup, si jamais j'ai l'opportunité et que je trouve des annonces et que voilà, je suis pris, ben, j'aimerais bien partir en Corée du Sud et peut-être faire un emploi Mhm. là-bas. Je sais pas si jamais je trouve. Tu es déjà allé? J'y suis allé un mois en 2016 et genre j'ai adoré Super. le pays. Je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, je me suis dit, Mhm. Je suis d'accord. euh, des- en fait, en 2016, je savais pas que j'allais faire une école de commerce. Je me suis juste dit, j'y repartirai pour les vacances, quoi, tu vois. Mhm. Et, euh, et du coup, après, j'ai tenté un BTS à Marseille. Ensuite, ce Mhm. BTS-là, j'ai vu qu'il y avait des concours d'école de commerce. Du coup, j'ai fait les concours d'école de commerce que j'ai réussi. J'ai intégré l'école de commerce. Et après, j'ai vu qu'il y avait des échanges universitaires, tout ça. Et après, j'ai vu qu'il y avait les VE. Et là, tout de suite, ça s'enchaînait. Et donc, j'ai déjà le parcours un peu qui est tracé. Donc, même si jamais j'arrive pas à avoir tout, je sais que je pourrais déjà construire ma carrière à l'étranger avec tout ce qu'il y a, les opportunités, genre les stages, les VIE, les échanges universitaires, tout ça. Mhm.
Ah ouais, Voilà. c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne opportunité, l'école de commerce. Et justement, un petit conseil, donc si tu veux travailler à l'étranger et qu'en plus tu sais dans quel pays, entre autres, c'est le cas en Corée du Sud, par exemple, c'est le cas aussi en Pologne. Donc, par exemple, j'ai fait un tour du monde d'un an et je me suis retrouvé 2, 3 semaines en Corée du Sud et je m'y Mhm. suis retrouvé autour du 14 juillet. Et donc, souvent dans les Oh, pays, les ambassades, c'est le cas aussi en Pologne, organisent des soirées pour le 14 juillet. ok, Donc, en Pologne, c'est un bal. En Corée du Sud, c'était plus, donc à Séoul, hein, souvent dans les capitales, c'était plus enfin, une soirée dansante. Et donc, d'accord. souvent, c'est l'occasion pour les entreprises françaises en fait, qui sont invitées, les grosses entreprises, genre présidents à présenter leur fromage, etc. Enfin, il y a un peu tout ça. Donc, il y a un peu tous les patrons des entreprises locales qui sont présentes, qui sont là Mhm. pour rencontrer des gens, pour faire du networking. Donc, si jamais tu as D'accord. l'occasion de voyager en juillet et que tu te retrouves en plus dans le pays où tu veux aller, si tu peux te rendre à cette soirée, souvent, il faut payer le ticket d'entrée. Hein, mais Oui, bon, mais ça vaut le coup. ça vaut le coup. Ouais. Tu peux rencontrer des gens, tu peux parler un peu avec tout le monde. Il y a des patrons de boîtes, il y a d'autres VIE, il y a d'autres expats, il y a Mhm. d'autres gens qui ont créé leur propre business, etc. Et donc, si tu cherches, par exemple, un emploi, un VIE, un stage ou autre dans le pays, c'est par exemple une très bonne opportunité, ça, le bal du 14 juillet ou peu importe comment ça s'appelle localement. Mhm. Et donc, c'est toujours organisé par la Chambre de commerce et d'industrie locale. Et en Corée du Sud, en tout cas, enfin avant la pandémie, hein, forcément. Ça a changé, ouais, Bon, maintenant. je ne sais pas si ça va revenir. Par exemple, là, en Pologne, d'habitude, tous les ans, il y a cette soirée qui est géniale aussi. Et là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles si ce sera cette année ou pas. Donc, bon, cette année encore, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, si tu as l'occasion, très bonne opportunité de faire du networking, de rencontrer des gens, de Ok, prendre des bah, cartes de je visite. retiens. Ouais. D'accord. Et en plus, tous ces gens, à chaque fois, donc c'est des autres Français qui sont là, souvent depuis. Il y a aussi des locaux, il n'y a pas que des Français non plus, mais il y a beaucoup de Mhm. Français qui sont là depuis un moment, qui ont des réseaux, qui connaissent, qui ont fait eux-mêmes des VIE, qui ont des amis, qui font des soirées pétanques ou peu importe avec les autres patrons, etc. Et donc, ouais, faut utiliser, par exemple, l'opportunité là à fond, si tu peux. Ouais, ouais, ça permet de peut-être trouver un emploi ou de construire son réseau là-bas dans le pays, quoi. Les Mm. personnes connaissent d'autres personnes qui cherchent des étrangers pour travailler et ça peut arriver sur un CDI peut-être. C'est vrai que moi, quand j'y suis allé, c'était en 2016, donc c'était en plein été. C'était de juillet à août, justement. Et Ah, après, à l'époque, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, après 16 ans, 15, 16 ans. Du coup, voilà, c'était pas trop un emploi, c'était juste là pour le fun, pour s'amuser, pour voyager. Mais c'est vrai que maintenant, là, j'ai vu que le réseau, c'est très important parce qu'en école de commerce, je mm. pense que tu sais que le réseau, c'est un peu comment dire, le moteur qui fait tourner l'école et c'est ce qui fait vendre l'école de commerce. Du coup, il nous avait aussi dit que pendant votre échange, parce que moi c'était mon cas, pendant votre échange universitaire, votre double diplôme étranger, il faut pas hésiter à parler aux professionnels ou aux professeurs qu'on recherche par exemple un stage ou un VIE, Mm. n'importe, parce que après ça peut déboucher sur des gens qui connaissent, des professeurs qui Mm. connaissent des personnes qui recherchent des VIE, et après à la fin de ton diplôme, tu peux peut-être avoir des offres directement. C'est plus simple. Si tu connais des personnes dans le pays, c'est plus simple pour après être intégré et trouver un emploi, quoi. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ah oui, effectivement, même les professeurs aussi, souvent des, les professeurs à l'étranger en particulier, ouais, ils ont souvent des réseaux, etc., Mhm. avec lesquels ils peuvent te mettre en contact ouais, et peut-être trouver des stages ou offres d'emploi ou même créer des positions. Parce qu'après, ce qui est bien quand on parle avec les gens aussi, c'est qu'éventuellement, on peut peut-être créer quelque chose de nouveau. Donc, pas forcément Mhm. une offre d'emploi qui existe, mais des fois, ça peut déboucher sur des collaborations qui inventent quelque chose de nouveau pour l'entreprise. C'est ça. Et du coup, toi, parce que j'ai vu un peu ta présentation sur le site My Job Glasses. Et je voulais juste en savoir un Mhm. peu plus sur ta profession. J'ai vu que tu étais consultant international et que tu aidais les entreprises à se développer, à intégrer les marchés. Donc, je voulais juste savoir un peu plus d'informations. Ouais, donc, enfin, je l'étais. J'étais consultant international, donc j'étais basé enfin, d'abord j'ai été en Ukraine, ensuite en Pologne, ensuite basé en Suisse pour une grande entreprise américaine, la plus grande entreprise au monde de conseil. Et donc j'aidais D'accord. les entreprises à, en fait,
implémenter les meilleurs processus business, donc principalement dans la logistique, via l'implémentation D'accord. d'un ERP. Et donc, pendant qu'ils implémentent donc, ce logiciel de gestion de tout, hein, ça va depuis la fiche de paye jusqu'à la facture, en même temps, ils mettent en place des processus qui seront après les mêmes dans tous les pays. D'accord. Et donc moi c'est ce que je faisais. Mais j'ai quitté en 2018 et j'ai ouvert ma boîte et je suis éditeur web. Ok, ouais, j'ai vu que c'était Iberlink, je crois, c'est ça, ta Oui. boîte? Ah, j'avais vu un peu ça. D'accord, ok. Enfin, ma Après, c'est boîte, pas c'est trop mon domaine. Web Digital. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, C'est ça. j'aide les entreprises à se développer et je crée aussi des cours en ligne, des cours de logistique principalement autour du procurement, donc de l'achat, la vente. Et j'aide donc plus les employés que vraiment les entreprises à acquérir ce type de compétences. Donc, D'accord. puisque pour travailler à l'international, il faut quand même, c'est la base, mais il faut savoir faire une facture, il faut savoir choisir un fournisseur, il faut savoir les comparer, Hmm. il faut savoir faire ce genre de choses et ça peut, ça peut amener des opportunités intéressantes pour les entreprises. Donc, bien sûr, financièrement, en trouvant éventuellement des produits moins chers, en négociant des contrats plus facilement. Donc, il y a aussi, par exemple, il y a des plateformes aussi d'échange où si les entreprises s'inscrivent et posent, par exemple, là-dessus leurs besoins. Donc, par exemple, ils ont besoin de telle quantité de matières premières, ils peuvent avoir accès à des marchés plus larges, à des fournisseurs peut-être plus intéressants que s'ils ouvrent juste les pages jaunes. Ok, ouais, c'est un peu un accélérateur, quoi. Ça. Ok. Moi, je vois parce j'étudie plein de matières, comme je t'ai dit, et j'ai une matière qui s'appelle achat et logistique, donc je pense que ça se rapproche de ce que tu fais, du coup, vu qu'on Mhm. parle de C'est fournisseurs, c'est d'entreprises ça. qui, tout le système, quoi, pour, Mhm. du coup, bah, après, moi, je suis pas fan de cette matière-là parce qu'elle est assez complexe, mais je sais qu'il y a beaucoup de masters qui sont orientés vers cette matière-là et qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut apprendre plein de matières différentes pour qu'on puisse après choisir le master qu'on veut et après devenir, par Mhm. exemple, bah, comme toi, peut-être consultant, créer notre entreprise et qu'on soit dans plein de domaines diversifiés comme le marketing, les achats, plein de choses, hein, le commerce, business développement, Mhm. tout ça. C'est ça, ouais, mais il faut toujours un peu tout connaître et il faut pas trop non plus trop se spécialiser, surtout pas trop vite, parce que après, ben, c'est difficile d'en sortir. Très compliqué. Alors, si tu sais exactement ce qui te plaît, ce que tu veux faire toute ta vie, ok, très bien, mais si tu as peut-être envie de voir des choses différentes, il faut aussi se mettre à faire les trucs pas intéressants. Même si les factures, ça t'intéresse pas, c'est important de faire de la compta et de savoir faire une facture, Hmm. enfin des choses du genre. Eh oui, c'est pour ça qu'on étudie toutes ces matières-là. Après, moi, j'ai choisi plutôt l'International Business Development parce que déjà, c'est assez large. Et vu que je sais pas ce que je vais faire plus tard, au moins j'aurai accès à tout parce que dedans il y a du marketing, il y a de l'achat comme j'ai dit, il y a de la comptabilité, euh, il y a d'autres matières, il y a introduction au business plan. Donc en fait on crée des business fictifs qu'après on présente à l'oral et après on voit si la rentabilité est possible ou pas, tout ça. Et donc tout ça, ça va permettre du coup de peut-être savoir ce qu'on va faire plus tard si on teste plusieurs matières. Voilà, voilà. Mhm. Ouais, ouais, j'ai fait ça aussi. Effectivement, c'est très important de savoir faire un business plan. Alors, je sais que quand on est étudiant, moi aussi, c'était mon cas, on ne se rend pas forcément compte de l'intérêt et on se dit on n'aura peut-être jamais besoin, Hmm. mais si, hein, parce que tout ce qu'on fait dans sa vie, et même en entreprise, en fait, même en entreprise, tu verras, dès que tu veux faire quelque chose, tu proposes un projet, on va te demander pas forcément un business plan, mais on te demande forcément un business case. Tu dis, Hmm. je veux aller faire tel déplacement, on va te dire, OK, combien ça coûte, pourquoi faire, ça rapporte quoi. Enfin, tu seras toujours en fait confronté à ce genre de choses et c'est important. C'est la base hein, de savoir faire un business plan en entreprise et oui, ça sert toujours. Surtout quand on Et veut faire, par exemple, des prêts à la banque. Pardon, je te coupe, mais je parle aussi, quand on ouais. veut faire quand on veut faire des prêts à la banque, on a besoin d'avoir un business plan ou d'avoir un dossier solide pour pouvoir faire un prêt. Et du coup, Mhm. il faut savoir les faire parce que je sais que moi, j'ai fait un événement à l'école qui était centré sur justement la création de business. Du coup, on était à peu près
il y avait 5 entreprises différentes. Et dans ces 5 entreprises, il y avait 5 groupes différents qui travaillaient sur la même entreprise. Et pendant une semaine, on a construit un business plan complet, donc avec comptabilité, marketing, enfin tout ce que de A à Z. Bon, après, c'était à petite échelle, mais voilà. Et à la fin de la première semaine, eh ben, parce qu'en fait, les professeurs et les professionnels, ils ont chiffré les données, tout ça, et ils ont marqué la rentabilité de l'entreprise. Du coup, on allait Mhm. dans un amphi, et après, on a vu quelle entreprise était la plus rentable par rapport à ce qu'ils avaient fait, tout ça. Et on a vu qu'il y avait des entreprises qui avaient fait 5 millions et des entreprises qui étaient à moins 4 millions. Voilà, donc on a pu voir. Il y en a, moi, j'ai quand même, m'en suis bien sorti, mais pas trop finalement parce qu'on était en négatif. Mais on a vu que c'était très compliqué de construire un business et que ça soit rentable sur le long terme parce qu'il y avait pas mal de choses qu'on n'avait pas pris en compte. Et qui, ouais, si on Mhm. avait fait notre business maintenant, ben, on aurait coulé, quoi. Donc c'est bien de le faire. Je trouve que c'était une bonne stimulation, quoi. Oui, oui, c'est sûr que c'est un bon exercice. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un peu de création d'entreprise, des cours de création d'entreprise dans tous les cursus, parce que d'une manière ou d'une autre, ça sert un jour ou l'autre. Ouais. C'est dommage que dans les formations, par exemple en université, je pense pas qu'on fait ça, des simulations de gestion. Je pense que c'est plutôt théorique, c'est même trop théorique, je pense. Alors que là, c'était théorique, mais en même temps, c'était assez professionnel et assez réaliste parce que on avait les chiffres et tout. Ça pourrait être des entreprises qui existent, hein, clairement. Les produits étaient viables et voilà. En plus, éventuellement pour certains étudiants, peut-être que c'est l'occasion justement de créer leur entreprise s'ils se rendent compte que leur truc, leur idée est pas mal. C'est ça, c'est pour ça que dans l'école, on a quelque chose qui s'appelle l'incubateur. Je sais pas si tu connais. Mhm. Bien sûr. Du coup, je vais expliquer un peu, mais on a une espèce de bureau ou un réseau qui va aider, l'école va aider avec les professionnels qu'elle connaît, les étudiants grâce à des prix qu'ils gagnent ou euh, des bourses professionnelles. Ça va les aider à développer leur business, à leur créer. Et au moins, quand ils vont sortir de l'école et qu'ils auront leur master ou leur licence, peu importe, mais ils vont pouvoir faire décoller leur business et commencer leur vie professionnelle avec une entreprise viable et qui aura été, ils auront été accompagnés par l'école, les professionnels et tout le réseau. Mhm. Je trouve ça Oui, pas mal. c'est pas mal. Et donc, toi, c'était quoi ton projet? Alors, moi, c'était un parfum qui permettait. Bah, après, c'était un peu pas irréaliste, mais un peu spécial, on va dire. C'était un parfum qui permettait du coup élimine un peu les odeurs en sentant bon Mhm. et qui réduit la transpiration. D'accord. C'était une espèce de pilule qu'on prenait et qui avait 3 effets, donc réduire la transpiration, avoir une meilleure odeur et voilà. En fait, c'est ça. Globalement, ça avait bien fonctionné, mais c'est juste qu'au niveau de la comptabilité, on n'a pas réussi à avoir des tableaux équivalents et ça a foiré là. C'était pas hyper bien. Du coup, on était en négatif après parce qu'on a fait une erreur au niveau de la comptabilité. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon comptable dans l'entreprise, qui soit externe ou interne, parce qu'après, ça fait couler l'entreprise sinon. Et nous, ça nous a fait couler. Bon, c'est pas grave, hein. Ah, mais c'était un test à ce moment-là. C'était fait pour ça, hein. C'était fait. Il voulait Mhm. nous montrer que si jamais on avait. Je parle de la compta, mais on aurait pu parler du marketing, on aurait pu parler de n'importe quel domaine. Et il voulait nous montrer que si dans un domaine, on est clairement pas au niveau ou que voilà, on a fait des erreurs, ben ça déstabilise l'entreprise et au niveau de la rentabilité ou voilà, ça chute, hein, ou au niveau du chiffre d'affaires, ben, ça chute, tout simplement. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et justement, donc, aussi pour tout ce genre de business en général, donc là, c'est en l'occurrence un business donc, où il y a des produits physiques. C'est aussi important justement de savoir gérer les matières premières, les fournisseurs, les échanges internationaux. Donc, et c'est ça aussi le développement international aussi, c'est d'avoir des réseaux, d'avoir accès à des réseaux et de savoir aussi un peu se débrouiller quand il y a le canal de Suez qui est bloqué, par exemple, il faut faire venir les produits autrement. Enfin, C'est euh, compliqué là, hein. C'est vrai que oui, mais c'est des choses qui arrivent constamment. Et en fait, ouais, encore plus à l'international, il y a toujours des problèmes qui sont totalement indépendants de la volonté des entreprises, mais qu'il faut savoir gérer Hmm, correctement. c'est sûr, c'est sûr. C'est les problèmes qui arrivent quand on s'y attend pas. Il faut qu'on se prépare, justement. Il faut qu'on prenne toutes les solutions.
Et pour tout ça, ce qui est important aussi souvent, donc c'est d'avoir des contacts, d'avoir un petit réseau. Donc pour ça aussi, c'est bien de faire du networking autant que possible, avec, donc d'aller dans des événements, pas forcément des événements professionnels, si c'est bien aussi, mais surtout des événements où il y a des professionnels qu'on peut rencontrer, des événements informels. Et ça, à l'étranger, par exemple, il y en a pas mal. Donc, Ok. quand tu voyages, si tu vas par exemple en Corée du Sud, regarde un peu ce qui se passe. Donc déjà, par exemple, je sais à Séoul, il y a le 14 juillet, le bal qui est organisé tous les ans, quand c'est possible, et où il y a pas mal de monde. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il faut regarder, par exemple, sur Facebook, il y a toujours des groupes des Français quelque part. Donc, par exemple, les Français à Séoul, les Français en Corée du Sud Mm. ou si tu rentres dans ces groupes un petit peu à l'avance, tu vas voir, il y a des événements, il y a des parties de pétanque, je ne sais pas quoi, peu importe, mais il y a des événements où les gens se retrouvent et c'est l'occasion aussi de faire des contacts. Ouais, de saisir des opportunités. Mm, tout à fait, donc avec, en l'occurrence, des professionnels qui peuvent éventuellement faire partie après donc de ton réseau et t'aider dans ton projet. C'est ouais, c'est pour ça que j'ai développé le réseau de LinkedIn, vu que j'ai vu que c'était assez important. Et en école de commerce, franchement, ils nous forcent à le développer et à avoir un profil complet, parce qu'ils savent que ça Mhm, peut déboucher. Je sais que ça a débouché sur certaines personnes pour des CDI, parce que j'ai fait un job étudiant pendant. Bah là, j'y suis encore actuellement chez Darty. mhm. Donc je suis conseiller de vente, et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'employés qui avaient trouvé justement ce job grâce à LinkedIn, en Ah bon? postulant à des annonces, tout ça. Ouais, moi je savais pas que c'était aussi puissant, mais finalement, quand il y a des annonces, parce que je sais pas si tu as déjà postulé des annonces, mais sur LinkedIn, il y a plein d'annonces, il y a plein de. Quand tu as des relations avec des relations d'autres relations, c'est quand une personne, elle met un pouce, par exemple, ou un j'aime sur une annonce d'une autre personne, toi, tu la vois, et par exemple, si c'est une offre d'emploi, ben, tu vas voir l'offre d'emploi alors que tu n'es pas connecté avec la personne. Mais sans que Mhm, tu as une autre personne que tu es connecté avec elle, qui connaît cette personne. Et du coup, tu pourras peut-être postuler à cette offre d'emploi qui pourra déboucher à un emploi, un CDI peut-être, ou un CDD. Et ça, je savais pas du mhm. tout que ça fonctionnait comme ça parce que en sortant du BTS, j'utilisais pas LinkedIn. Moi, j'utilisais que les sites de recrutement comme Indeed, tout ça, mais pas des réseaux sociaux comme ça. Je trouve ça super Moi, important. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est juste moi, par exemple, quand je recherche des collaborateurs, euh, je préfère oui, poster sur LinkedIn, surtout pour chercher des collaborateurs à l'étranger que sur les sites soi-disant d'offres d'emploi qui sont spécialisés ou à l'étranger, c'est difficile de trouver. Sur LinkedIn, je trouve que c'est plus simple et surtout, effectivement, si moi, donc quand quelqu'un postule à mes offres de collaboration, la première Hmm, chose que je fais, c'est même pas regarder le CV, effectivement, c'est regarder le profil LinkedIn. hmm. Ok, c'est important à Tout à savoir. fait. Ah oui. Parce que ouais, c'est une nouvelle méthode de recrutement, et tu postules maintenant. Avant, tu postulais avec une lettre de motivation et un CV. Maintenant, la lettre de motivation, c'est plus trop demandé, pas trop. Le CV, ça l'est encore un peu, mais ils préfèrent largement les réseaux sociaux en général. Ils regardent surtout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si tu fais des trucs bien déjà ou c'est un peu le bordel. Et si jamais si tu as ton profil LinkedIn à jour, je sais que c'est important. Moi, j'ai même mis sur mon CV un QR code qui renvoie directement au profil LinkedIn. Au moins, si le professionnel il voit mon CV, il dit OK, d'accord. Et après, il veut voir mon profil LinkedIn, il scanne le QR code et il a accès directement dessus. Et il voit ce que j'ai fait, est-ce que je suis en train de faire justement. Oui, oui, tout à fait, ça c'est super. Et donc ce qui est bien aussi quand on regarde un profil sur LinkedIn, c'est que donc on peut cliquer. Enfin, tu as le nom d'une entreprise, le nom d'une université, tu peux cliquer et voir un peu ce que c'est. Alors que quand tu vois le CV, l'entreprise ABC, l'université XYZ, j'ai aucune idée de ce Ouais, que c'est. Et j'ai pas c'est envie compliqué. d'aller faire une recherche Google pour savoir ce que c'est. Enfin, Ah, c'est sûr, c'est pas. Je peux prendre même l'exemple de mon école. Par exemple, sur mon profil, j'ai marqué que je suis à ICN Business School. Donc mhm, les recruteurs dans la région, ils savent que c'est une grande école de commerce, c'est classé. Mais par exemple, si je vais en Asie ou que je vais même à l'autre bout de la France, ils vont peut-être pas forcément connaître. Alors du coup, s'ils et- cliquent dessus, ils vont voir que c'est une école de commerce classée, ou peu importe qu'elle soit pas classée, et ils vont savoir ce que c'est, que c'est une formation euh, c'est une formation en accord avec l'État, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, donc ça met en confiance, on va dire. ouais, tout à fait. Et,
Et oui, par exemple, en ce moment, donc, je cherche des collaborateurs et donc j'avais mis les annonces à la fois. Enfin, c'est la première fois que j'en cherche, hein. J'ai créé mon business il y a 3 ans. Avec la pandémie, ça s'est un peu mal passé. Maintenant, ça va un peu mieux. Donc, je recherche à me développer. Je cherchais des collaborateurs, donc j'en ai trouvé maintenant. Et j'avais posté donc à la fois sur le site polonais de recherche d'emploi principal, euh, D'accord? sur, euh, sur Facebook, sur LinkedIn et, euh, et ailleurs encore. Et je ne sais plus trop d'autres, mais bon. Oui, c'est sur LinkedIn, surtout personnellement en tout cas, que que je reçois les profils les plus intéressants en tout cas. Sur Facebook, bon, c'est quasiment que du spam, Ah, ça aucun fonctionne pas intérêt. trop? Ok, Bah, disons que moi, en tout cas pour moi, j'ai vu aucun profil intéressant et c'était plutôt de la perte de temps qu'autre chose. ok, Sur Facebook, il y a un peu tout le monde et n'importe qui postule à n'importe quoi sur Facebook Job. ok. Ouais, sur le site polonais local, c'est aussi un peu pareil parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui sont en recherche d'emploi et j'imagine ils envoient juste des CV pour envoyer des CV pour dire au chômage j'ai envoyé tant de CV. Ils sont pas Euh, motivés. enfin, si, je pense qu'ils sont motivés, mais après, ils sont pas forcément, c'est pas forcément ce que je recherche. Ok, Ils envoient un peu les CV au hasard et par derrière, c'est moi qui ai le plus de travail. c'est sûr, ouais, Puisque je dois regarder les profils, voir si c'est bien ou pas, et ça prend beaucoup de temps. Enfin, moi, c'est pas mon job hein, d'être RH. ok. Euh, voilà, moi, tout le temps que je passe à chercher quelqu'un, c'est du temps que je passe pas à développer mon business. Ok, t'as pas une personne qui maintenant qui s'occupe de tout ce qui est recrutement? C'est toujours toi qui t'en occupe? Justement, je cherche un assistant, et là, j'ai une assistante en période d'essai, là. Et, Ah, ok. bon, mais bon, j'ai une autre question encore. Euh, Ah, ok. Mais ouais, sur LinkedIn, donc sur LinkedIn, c'est pas mal aussi parce que donc quand on crée une offre d'emploi, on peut mettre un certain nombre de critères. Donc par exemple, on veut que les candidats qui ont telle compétence, que les candidats qui ont ce niveau en langue, dans la langue qu'on choisit. Il y a plein de choses comme ça, de critères qu'on peut mettre. Et tout de suite, ça limite les choix. Et si on le fait bien, ça empêche d'avoir des candidatures qui n'ont rien à voir. Ok, ouais, c'est comme un filtre. Ok. Voilà. Et donc, Et LinkedIn, après, il envoie quand même les candidatures, mais par défaut, il cache les candidatures, donc qui ne répondent pas aux critères qu'on a définis. Donc, ok. par exemple, Ouais. tant d'années d'expérience dans tel domaine, si le candidat n'a pas le nombre d'années qu'on a demandé, il sera caché par défaut. On peut quand même aller les chercher, mais par défaut, ce sera caché. Ouais, c'est comme un algorithme qui va choisir les personnes qui sont les plus adéquates pour le job et en fonction des Mhm. critères que tu as mis, ça va affiner et ça va trouver la meilleure personne, quoi. Voilà. Et donc, pour ça, il faut avoir, encore une fois, un profil complet sur LinkedIn pour que ça marche. Pour C'est mon cas, pouvoir donc si jamais tu postuler. tombes sur moi, mon profil est complet sur moi. Euh, d'accord. Et j'avais une dernière question, ça concernait la Oui. langue, parce que j'ai vu que tu en as parlé. Et je voulais savoir si, peu importe dans quel pays, après la Terre en Pologne, je voulais savoir si c'était vraiment comment dire, c'était une barrière si on parlait pas la langue ou si on parlait anglais, ça pouvait aller pour le début, mais après on devait peut-être apprendre la langue ou pour pouvoir devenir professionnel dans le pays, quoi, et avoir un emploi permanent. Oui, alors, moi, ça fait donc maintenant 13 ans que je suis à l'international. J'ai été dans plein de pays. J'ai toujours travaillé uniquement en anglais. Même quand je travaillais pour des boîtes françaises, toute la communication, une fois qu'on est à l'international, toute la communication se fait uniquement en anglais. Donc, c'était le cas. Donc, par exemple, quand j'avais fait mon stage pour cette entreprise de logistique, mon stage de fin d'études, tant que j'étais en interne dans les locaux de l'entreprise, on faisait tout en français, les emails, les documentations, etc. Et dès que je suis passé VIE, c'était tout de suite tout en anglais, puis aucune communication en français, Ok. professionnelle. Je parle bien sûr. Euh, donc l'anglais, c'est sûr que c'est nécessaire. Ça, il n'y a pas. Enfin, on ne peut pas vouloir faire de l'international sans parler anglais. C'est sûr. Le français, forcément, tu le parles déjà, donc c'est réglé, mais ça sert aussi, bien sûr. Hein, c'est pas non plus inutile, mais on le parle déjà, donc on n'a pas besoin De pratiquer. ouais, voilà, de faire d'efforts là-dessus. Ça, pour nous, c'est bon. Et la langue locale, donc forcément, il faut l'apprendre à un moment ou un autre. Mais la langue locale, ça va surtout être très utile pour rester sur le long terme.
pour aller au-delà du VIE, pour aller au-delà du stage, du peu importe ce que tu fais pour une entreprise, Hmm. qui peut-être te prend donc enfin, un temps partiel, quoi. Soit un stage, soit un VIE, c'est limité dans le temps. Et après, Oui. un contrat d'expat aussi, hein, les expats qui durent longtemps, qui arrivent à rester et aussi avec des contrats locaux, etc. Il faut parler la langue parce que c'est ça après qui va faire la différence avec un local qui, lui, sera moins cher, forcément, qu'un expat qui demande des primes, etc. Hmm. Donc, un local qui sera moins cher et qui, lui, parle la langue, qui, lui, a des contacts, qui, lui, comprend ce qui se passe localement. Donc, si toi, ce n'est pas ton cas, ton intérêt professionnel pour l'entreprise va être limité à ton contrat, quoi. Si tu veux rester, il faut se faire mal. Il Ouais. faut Et moi, apprendre. moi, je conseille de prendre des cours privés. C'est toujours beaucoup plus intéressant que les cours à distance ou en groupe. Mais oui, il faut parler la langue, il faut parler des langues aussi. Alors après, tu peux pas savoir d'avance avec qui tu vas travailler, mais parler d'autres langues, ça aide toujours. Moi, par exemple, je parle 5 langues et Ouais, j'ai vu ça. quand on m'envoyait, donc quand j'étais consultant international, quand on m'envoyait, quand je manageais plusieurs pays, quand on m'envoyait dans les pays faire des présentations, bien sûr, tout était en anglais, ça, il n'y a pas de transiger dessus. Mais on est forcément amené à un moment ou à un autre à parler avec les employés. Les employés qui, entre eux, ils ont entendu la présentation en anglais, le projet, OK, ils comprennent, ils doivent faire ça. Et après, entre eux, ils discutent dans leur langue locale. Et donc, si Ok. tu comprends déjà ce qu'ils disent et qu'en plus tu peux intervenir, tu seras tout de suite beaucoup plus intéressant pour l'entreprise que quelqu'un qui vient, il fait la présentation, après il ne peut pas parler avec les gens. Les gens, souvent, les locaux, ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort de parler anglais. Eux, enfin, souvent, ils ont leur petit job. Il n'y a pas de mal à ça, mais ils sont dans leur structure locale, ils travaillent localement, Hmm. ils ont peut-être leurs fournisseurs locaux, leurs clients locaux. Et c'est pas forcément dans leur intérêt de parler anglais, de faire de l'étranger, de se déplacer. Ils veulent rester près de leur famille. Et donc, pour pouvoir travailler avec ces gens-là, eh ben, parler la langue, ça aide, c'est sûr. Ah, c'est pour ça que j'ai passé les tests d'anglais, le TOEIC. Je sais pas si tu connais le TOEIC. Du coup, ouais, je l'ai Ah ouais, passé j'ai parce entendu parler. que, ok, donc c'est un test qui nécessite d'avoir un vocabulaire professionnel plutôt élevé en fonction de ta note. Et du coup, Mhm. j'hésitais justement à apprendre la langue du pays dans lequel je vais faire mon double diplôme plus mon VIE, parce que peut-être que ça pourrait aider aussi, en plus de l'anglais et du français, à l'intégration et de trouver un job là-bas, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, bien sûr, je te conseille de le faire si tu peux. Et encore une fois, les cours particuliers, ça change tout. Ok. Si tu veux, juste pour te donner un exemple, donc quand je travaillais, quand j'étais basé en Suisse, à Genève, donc pendant 2 ans et demi, j'ai habité en coloc avec donc un mec, un Bulgare d'origine, mais qui a été né qui avait passé toute sa vie en France, donc il parlait très bien français. Et tous les deux en même temps, on s'est mis à prendre des cours de russe. Lui, il allait prendre des cours en groupe. Moi, j'ai pris des cours particuliers pendant 6 mois, D'accord. une fois par semaine, chacun de notre côté, 2 heures, une fois par semaine. Au bout de 6 mois, lui, il ne savait pas faire une phrase parce qu'en groupe, c'est un peu la récré, quoi. Enfin, C'est plus euh, compliqué de se concentrer. bah, ouais, et surtout, les profs, forcément, ils peuvent moins te passer de temps avec toi, quoi. Il faut que tout le Hmm. groupe entier avance, quoi. Ok, Et, ouais. euh, et moi, par exemple, avec des cours particuliers, enfin, si je me pointais au cours et que j'avais pas fait les devoirs, enfin, ça servait à rien que je vienne et que je paye 100 euros de l'heure, quoi. Enfin, Hmm. il n'y a pas le choix. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui est encore plus à la ramasse que moi et je peux attendre qu'il rattrape le niveau. Enfin, tu as un peu cette pression, cette bonne pression, hein, d'avancer, et Hmm. de faire ce qu'il faut faire. Et si tu le fais pas, enfin, reste chez toi. Voilà, Ouais, tu perds ton argent et ton temps, quoi. Donc, Et le prof aussi. et les profs Enfin, aussi. Et du coup, il gagne de t'as- l'argent, mais bon, enfin, c'est pas. oui, mais c'est pas intéressant pour lui. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner Ouais. de l'argent et pouvoir aider ses étudiants ou voilà, ou les personnes qui veulent apprendre des langues pour qu'ils réussissent et avoir après des meilleures notes, par exemple, sur le site où ils sont plus satisfaits. Et du coup, tu as appris toutes tes langues comme ça, de cette manière-là, avec des profs particuliers? Les 5 langues? Enfin, là, du coup, sauf le français, hein. Non, non, bah, non, l'anglais, je l'ai appris enfin, à l'école et principalement sur le tas. Après, en travaillant, quand j'ai commencé à travailler à l'international, enfin, mes collègues, ils me l'ont dit que plus tard, hein, mais je parlais très mal anglais, comme
comme n'importe qui sort d'école ou d'université en France. Ouais, même moi, ça, l'anglais, bon, l'accent, c'est pas encore ça. Ça va venir, ça, mais il faut s'y mettre. Il Mm. faut déjà se mettre. Surtout que c'est simple de nos jours, hein, de regarder les films en anglais avec les sous-titres anglais, enfin en VO en tout cas. Faut s'y mettre, Mm. hein. Donc moi, c'est principalement justement comme ça d'ailleurs que je me suis beaucoup amélioré et en anglais et aussi en russe. C'est en regardant les films locaux en VO avec les sous-titres dans la langue et aussi en lisant en tant que possible. Alors après, lire à distance, c'est pas forcément facile, mais quand tu es dans le pays, ça l'est. Mais ouais, lire les journaux, etc. Demander au restaurant les menus dans la langue et pas les menus anglais. Même si on comprend rien, il faut se faire un peu de mal. Et ouais, donc non, l'espagnol, je l'ai appris à l'école et après, je l'ai pratiqué quand bah, j'ai habité un petit peu en Colombie et tout ça. Donc j'ai surtout pratiqué là-bas, au Mexique, etc. Le polonais, j'avais pris sept cours particuliers en tout. Et Et ça après, j'ai suffit? habité avec des. Pour moi, oui, mais aussi parce que j'avais des bases en russe qui m'ont beaucoup aidé. Ok. J'ai pris, donc, comme je l'ai dit, 6 mois de cours particuliers de russe en Suisse. Après, je suis parti aussi en Biélorussie. Je suis allé passer un diplôme de russe dans une école privée en Biélorussie. Et, euh, et voilà, donc j'ai pris quelques cours particuliers quand même. Ça aide beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres manières. Ouais, ok, ça va. Je prends note. Pour plus tard, quand je vais voir améliorer l'anglais et peut-être apprendre le coréen, je ferai peut-être ça. Je verrai. Mm. Oui, le coréen, surtout, si tu trouves un prof particulier, ça t'aidera sûrement beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ça va, ok. Bon, ben, je crois que j'ai plus de questions de mon côté. J'ai bien Bah, tant découvert ce mieux. que tu faisais et voilà, je trouve ça super ce que tu fais. Bah, moi Super aussi. intéressant. Je te souhaite une bonne continuation, hein, dans tous les cas. Ben, ça va. Et puis bonne chance pour et tes études et ta future carrière professionnelle. Ben, ça va, ben, merci et bonne continuation à toi aussi. Merci pour ton temps. Et puis, je te souhaite de passer une bonne journée. Merci, au revoir. Je vois que tu as le soleil, profite. Ah oui, là, je suis ouais, là, je suis pas dans le sud pourtant, mais là, j'ai, j'ai un peu de soleil. Nous, c'est pas le cas. Alors, profite bien. Ok, ça va. Vas-y. Merci. Merci à toi aussi, au revoir. Au revoir.